Bon, alors, de quoi on va parler? Eh bien voilà, de la période que j'ai passée, une période où un monsieur qui s'appelait Hitler détestait, haïssait les personnes dont je faisais partie à cause de ma religion. Des millions, peut-être pas des millions, mais enfin des milliers de personnes ont été tuées simplement parce qu'ils étaient nés juifs. Ils nous ont obligés à aller nous faire recenser. On sortait de là avec sur nos cartes d'identité un gros tampon marqué juif. D'accord, la carte d'identité, c'est très bien, on vous arrête, on vous contrôle, on voit que vous êtes juif. Mais Hitler veut qu'on soit humilié. Donc, s'il n'y a que quand tu montres ta carte d'identité qu'on voit que tu es juif, c'est pas une humiliation, ça. Alors, il va nous obliger à porter sur nos vêtements une étoile en tissu jaune brodée de noir, et à l'intérieur, il y a marqué juif. Maintenant, tout le monde voit que l'on est juif. Beaucoup de lois vont être promulguées, et il y en a une qui est terrible, c'est que les juifs n'auront plus le droit d'être en contact direct avec les non-juifs. Eh bien, contact direct, il y a beaucoup de professions qui vont être victimes. Les médecins, les chirurgiens, les dentistes, les artistes, les commerçants, tous ces gens sont en contact direct avec les non-juifs. Eh bien, ils n'auront plus le droit d'exercer. Mon père a un petit atelier. Il fabrique des imperméables, il a 2-3 ouvrières, eh bien, il n'a plus le droit de mettre un pied dans son atelier. Les ouvrières ne sont pas juives, lui, il est terminé. Mon père n'a plus le droit de travailler. J'ai 2 sœurs qui sont sur les marchés, les clients viennent, elles leur vendent, et bien maintenant, elles n'auront plus le droit d'être derrière leur étalage. Elles sont juives, le client devant ne l'est pas, et bien tu n'as plus le droit de traiter. C'était catastrophique. Mais malgré tout, on va quand même rester à Paris. Mon père ne veut pas bouger de Paris. Mon père est fier. Il est né à Paris. Il a fait la guerre de 14-18. Il a épousé ma mère qui n'était pas née à Paris. Ma mère était venue très jeune de Roumanie. Elle parlait le français comme moi je parle. Mon père aussi. Toute la famille, aucun accent étranger. On est français. Alors mon père, il y a des juifs, quand Hitler est arrivé, qui ont tout de suite quitté la France. Et puis il y en a d'autres qui ont simplement quitté la zone occupée pour aller en zone libre. Non, papa, lui, on bouge pas. Mais nous, on craint rien. Mais nous, on est français. Moi, j'ai fait la guerre de 14. Mes sœurs, 3 de mes sœurs sont mariées avec des jeunes gens qui font la guerre de 39-40. Il y en a même un qui est prisonnier de guerre. Non, nous, on craint rien. Nous, on est français. Nous, on bouge pas. Alors, on bouge pas. On bouge pas jusqu'en 42, à une période en 42. Un monsieur vient nous trouver un soir. Il se présente. Il travaille à la préfecture de police. Il a eu sur son bureau un dossier qui nous concernait. Là, mon père commence à s'inquiéter. Oui, on est dénoncé. Pourquoi qu'on est dénoncé? On s'est recensé dans les bureaux de commissariat, comme on nous le demandait. On est dénoncé parce qu'on est communiste, et communiste actif même. Mais par contre, on partage l'appartement avec ma sœur aînée. Et elle, c'est vrai, avec son mari, ils avaient beaucoup d'amis. Ils recevaient beaucoup de gens. C'était toujours des amis, mais bizarrement des amis qui arrivaient tard le soir, qui partaient tôt le matin, des amis qui restaient quelquefois
une journée, 2 journées, sans bouger de la maison. Alors, je suis quand même pas née d'hier. Il y avait quelque chose de louche dans l'existence de ses amis. Et moi, j'en concluais que mon beau-frère et ma sœur, et peut-être mon père aussi, j'en sais rien, étaient des résistants. Alors, naturellement, ça se peut qu'ils soient résistants, parce que chez les communistes, il y avait beaucoup de résistants, et c'est pour ça que Hitler en avait peur. Parce que qui dit résistant, dit sabotage, dit propagande. Donc, quand ils pouvaient arrêter un communiste, vous pensez bien qu'ils étaient heureux. Cette personne qui est venue nous prévenir, vous allez être surveillé de très près, faites attention, nous conseille de quitter la zone occupée. Vous vous rappelez, mon père ne voulait pas, eh bien, il a changé d'idée, il veut pas que sa famille ait des soucis. Il fallait aller en zone libre. Mon père ne veut pas qu'on passe tous ensemble, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Il va nous partager en 3 groupes, ou 4 groupes, je ne me rappelle plus, et le point de ralliement sera Aix-les-Bains. On s'est tous retrouvés à Aix-les-Bains, ça veut dire que ça s'est bien passé. Non, ça s'est bien terminé, mais ça s'est mal passé, surtout pour certains. Un groupe, aucun problème. 2 groupes même. Tout ce qui a été prévu est arrivé, ils sont en zone libre. Un groupe, c'est mon père, ma mère, une de mes sœurs. Ils auront rendez-vous à la gare de Lyon avec un cheminot. Ils sont à la gare de Lyon, ils sont avec ce monsieur, il leur donne des conseils, il faudra qu'ils aillent dans cette voiture-là. Dans cette voiture-là, il y a des wagons, il faudra qu'ils se trouvent dans ce wagon-là. Et quand ils arriveront à Lyon, à la descente du train, ils seront dans ce wagon-là et quelqu'un va les attendre au pied de ce wagon-là. Ils arrivent à Lyon, tous les voyageurs qui sont là descendent, ceux qui doivent descendre. Les gens sont sur le quai, vont prendre la direction de la sortie. Ma sœur, mon père, ma mère sont dans leur wagon. Ils vont descendre. Ils pensent trouver ce quelqu'un qui doit les attendre. Eh bien, ils sont dans le wagon. Ils descendent de voiture. Personne. Tous les gens qui étaient descendus du train, petit à petit, ont évacué le quai. Et sur le quai, 3 personnes qui n'ont pas le droit d'être là sont là à attendre. Ma mère, quand elle raconte cette histoire, on est resté des heures. Non, maman, t'exagères, c'est parce que t'avais peur, mais t'es pas resté des heures. Mon père est témoin, ma sœur est témoin. Non, ils sont pas restés des heures, mais c'est vrai, quand on a peur et quand on attend, eh bien, 1 minute, c'est déjà presque 1 heure. Donc, ce monsieur est arrivé, il avait du retard un petit peu, il les a pris en charge, il les a amenés où il fallait qu'elles aillent. Moi, je suis avec ma sœur, avec 2 de mes sœurs. On a rendez-vous au buffet de la gare à Angoulême. On arrive à Angoulême, on est au buffet de la gare, il y a un peu de monde. Dès que le train qui nous a emmenés de Paris à Angoulême a quitté la gare, toutes les issues du buffet sont surveillées. Gendarmes français, gendarmes allemands, contrôle de papier. Contrôle de papier, on a des faux papiers, ils sont bien limités, ça risque rien. Oui, mais les faux papiers sont à un nom et j'ai aussi des faux papiers, des vrais papiers si vous voulez, mais avec mon nom. Et mon nom c'est Cherkassky et j'avoue à mes sœurs que je suis ridicule, je le sais, j'aurais jamais dû, mais j'ai gardé cette carte d'identité. C'était une carte d'identité d'un centre sportif. J'avais été parrainée pour rentrer dans ce
centre sportif, c'était le Racing Club. Vous vous rendez compte, Ginette, une petite jeune fille de rien du tout, qui n'a pas de relation, qui va rentrer au Racing Club. Je suis tellement, tellement fière d'être parrainée pour rentrer dans ce centre que je ne pouvais pas déchirer la carte. Je veux bien déchirer ma carte d'identité, je veux bien déchirer toutes les cartes, mais non, pas du tout la carte du Racing, ça c'est impossible. Je suis tellement fière d'en faire partie. Contrôle de papier, j'avoue à mes sœurs que j'ai cette carte-là avec notre vrai nom. Ne te casse pas la tête, demande d'aller aux toilettes et tu la mettras dans les toilettes. Donc, c'est ce que fait Ginette. Naturellement qu'on peut aller aux toilettes, mais il faut être accompagné de la sentinelle. Elle m'accompagne, elle n'est pas rentrée dans les toilettes avec moi, naturellement, mais je n'ai pas le droit de fermer la porte. Donc, elle doit entendre. Alors, j'ai cette carte d'identité qui me brûle les doigts avec mon vrai nom. Je ne peux pas la déchirer. Je reviens vers mes sœurs et je leur avoue que je me suis dégonflée. Moi, je n'ose pas la déchirer. Ça va faire du bruit. Ils vont entendre. C'est dangereux. Alors, je reviens avec ma carte et en fin de compte, on est maintenant au retour. Ils vont nous interroger. Vous êtes juive? On est juive? Mais pas du tout, c'est pas vrai, on n'est pas juif. Qu'est-ce qui vous dit? Vous avez qu'à vérifier. Alors, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais on avait des adresses d'églises. Les églises, ça ne déménage pas. Hein. C'est donc ce qui s'est passé, on peut vérifier. Et on a un papier qui prouve qu'on a été baptisé dans cette église-là. On a fait notre première communion dans cette église-là. Nos parents se sont mariés dans cette église-là. Donc, on est très content de pouvoir montrer ces papiers. C'est nous, ailleurs, on est... Alors, quand ils disent on est juif, ça y est, on est dénoncé, ça y est, on va nous emmener. Mais quand on a fait la queue, il y avait quelqu'un avec nous qui avait une petite bouteille d'alcool. Vous vous rappelez qu'on avait avalé nos papiers, mais on avale les papiers, mais comme c'était quand même une petite boule de papier, mais assez grosse, consistante, bien il faut l'avaler ça. Et la salive, ça suffit pas. Il fallait beaucoup plus de quantité de liquide. Et bien cette dame qui nous avait passé sa bouteille, c'était de l'alcool qu'elle avait. On a bu quelques gouttes d'alcool, ça a fait glisser le papier. Seulement le papier a glissé, mais moi, ça a laissé des traces. C'est que moi, maintenant, je sais que j'ai le vin gai. Ça veut dire que s'il y a des gens, ils boivent un peu trop, ils sont toujours en train de pleurer. Eh bien, moi, c'est pas le cas. Moi, je bois. Faut pas croire que je suis ivrogne, hein. Mais enfin, oui, ça m'est arrivé de boire un petit peu. Eh bien, moi, j'ai le vin gai. Donc, les gens, ces nazis nous interrogent. Vous êtes juive. Mais j'aurais dû m'écrouler. Ça y est, on est découvert, c'est la prison, c'est la déportation. Eh bien, pas du tout. Et quand ce produit que j'ai pris, ces quelques gouttes d'alcool m'ont rendu euphorique. Et alors que j'aurais dû avoir peur, quand ils m'accusent d'être juive, je prends ça à la rigolade. Ah ben alors ça y est, voilà, vous m'avez baptisé, me voilà maintenant juive. Mais non, pas du tout, je suis pas juive. Vous avez qu'à vérifier. Et je donne mes fameuses adresses d'église. Ils auraient pu nous empêcher de partir. En tous les cas, oui, ils nous ont empêchés de partir. C'est qu'ils nous ont mis en prison. Ils nous ont mis en prison. Paraît-il qu'ils ont contrôlé, et comme les adresses d'église, ça ne bouge pas, eh bien, ils sont venus pour nous relâcher. En fin de compte, est-ce qu'ils nous ont contrôlés? Est-ce que ça m'étonnerait, on n'est pas une des grosses affaires, et malgré tout, la guerre, c'est... En tous les cas, voilà, on est parti. Maintenant, on va retrouver Angoulême, où on devait aller, et
On va, alors, à Angoulême, on est resté un petit peu en prison, pas longtemps. On n'était pas malheureux, c'était très très bien. Je me rappelle plus comment on était nourris, je me rappelle plus exactement comment le temps passait. En tous les cas, on est à Angoulême et puis on va en partir. On va se retrouver tous ensemble et on va partir. C'est pas le but Angoulême, hein, c'était pour se retrouver. Et on va aller à Avignon. Notre sœur aînée a des amis à Avignon. C'est eux qui devaient nous aider, une adresse pour pouvoir changer de vie et aller en zone occupée, en zone libre, je veux dire. Ah ben, on se retrouve avec eux. Ils vont nous faire des papiers d'identité avec des faux noms. Et puis maintenant, on va changer des licences. Alors, en zone libre, on arrive en zone libre. Avignon-Marseille, on est en quart. On est arrêté le 13 mars. Le 14 mars, on va coucher à Avignon. Le 14 mars au matin, on nous réveille. On ne reste pas là. Il y a un car qui est là. Il est plein de juifs qui ont été arrêtés pour fait de marché noir, parce qu'ils ont été pris comme otages. Comme nous, ils ont été dénoncés. Et ce car plein de juifs va arriver à Marseille, à la prison des Baumettes. Là, les hommes, les femmes, les enfants, on est séparés. Les hommes vont aller d'un côté, les femmes et les enfants vont aller de l'autre. Quand on s'est retrouvés, j'ai appris que mon père, mon frère et mon neveu étaient dans une cellule, alors que nous, les femmes et les enfants, on était dans une salle commune. Je ne me souviens pas d'avoir été maltraitée en prison. Alors maintenant, on est arrivé à Paris. À Paris, il y a un autobus qui nous attend. Il va nous emmener devant une gare qui s'appelle Bobigny. Moi, je vois ce train-là devant moi qui est vide. C'est un train de marchandises et ce train-là va partir. Et puis, il va y avoir un train qui va arriver. À l'époque, il y avait 3 classes. Bon, eh ben, il va y avoir un train avec des wagons 3e classe. Voilà ce que je pense. Eh bien, pas du tout. Ce train qui est là, c'est pour nous. On va nous pousser pour prendre le train. Comment qu'on est rentré dans ces wagons, je n'en sais rien, je ne m'en souviens plus. Dans les wagons, il y a un peu de paille. Quand on a quitté Drancy, on nous a donné la permission et même presque un commandement d'emmener chacun sur notre bras gauche une couverture. Et quand on a quitté Drancy, mon père était très fier de me montrer qu'il avait tellement maigri que dans son pantalon, il avait glissé 2 couvertures, plus celle qu'il avait au bras. Donc, à lui tout seul, déjà, il avait 3 couvertures. On est là, on est ensemble, un petit peu de bousculade, parce que, comme on voit derrière la porte de ce camp des autobus, bon, ben, ça veut dire qu'on va aller dans ce camp de travail en autobus. Alors, tant qu'à faire, autant être ensemble, comme ça, on rentrera peut-être ensemble dans le camp de travail, et comme ça, on sera ensemble. Alors, moi, je suis contente, il y a ma famille, et il y a mes amis que je me suis fait à Drancy. Ils nous arrêtent devant une gare, c'est la gare de Bobigny, là, il y a ce fameux train, on va le prendre. Alors, le train, il est dit qu'on a voyagé 3 jours, 3 nuits. Je ne me souviens plus de tout ça. Je répète ce qu'on m'a dit, mais je ne m'en souviens pas. Ce que je me souviens, c'est que le train s'arrête. Les portes vont être déverrouillées et c'est un moment super agréable qui arrive. Dans ce wagon, c'était une infection. On avait voyagé pendant 3 jours, 3 nuits, on ne s'était pas lavé, on était sale, on sentait mauvais. Il y a même des personnes, du fait qu'il n'y avait pas de toilette, on avait commencé à faire dans un seau qui était dans le wagon,
Mais ce seau a vite été plein, donc ceux qui étaient assis à côté de ce seau n'acceptaient plus qu'on se soulage. Eh bien, vous avez un besoin et vous n'avez pas rien pour vous soulager. Eh bien, qu'est-ce que vous faites? Vous faites sous vous. Ça veut dire, imaginez cette odeur qui régnait dans ce wagon. On ne s'est pas lavé. On a fait nos besoins sous nous, c'est une infection. Les portes sont déverrouillées, un air froid pénètre dans le wagon. En un quart de seconde, mauvaise odeur, il n'y en a plus. Il n'y en a plus, mais en même temps, ce monsieur qui est rentré est en train d'hurler quelque chose. Mais qu'est-ce qu'il dit? Moi, je ne comprends pas l'allemand. Je demande, qu'est-ce qu'il dit? Et j'ai la réponse autour de moi. Il y a des gens qui traduisent. Les personnes qui sont malades, les personnes qui sont fatiguées, les personnes qui n'aiment pas marcher, le train vient de s'arrêter. C'est pas le camp. Il faudra marcher. Et vous allez marcher à travers champs. Ça va être dur. C'est pour ça qu'on a prévu pour les personnes qui sont dans ce cas-là des camions. Et on aperçoit les camions. Moi, j'entends ça. Papa, Gilbert, prenez le camion. Papa, Gilbert, c'est ce qu'ils ont fait. Moi, je voulais les embrasser, partir, avant de partir. Eh ben, pas de bisous. C'est pas grave. Sans arrêt, les messieurs, les commandants, vous inquiétez pas. Ah ben alors, on s'inquiète pas. On se retrouvera dans le wagon, dans le terrain. Et maintenant, on est en train de marcher. J'aperçois de la fumée, une odeur un peu spéciale qui sort de ces fumées. Au bout de la route, dans le chemin, des cheminées qui dégagent une fumée un peu blanchâtre, qui dégage une odeur un peu spéciale que je ne peux pas. Bon, c'est une usine de produits chimiques et maintenant je suis dans le camp. Comment que je m'imaginais un camp de travail? Eh bien, je voyais l'endroit où l'on allait vivre, les ouvriers, et puis, pas très loin, l'endroit où l'usine était là pour qu'on travaille. Eh bien, je suis dans le camp et je suis étonné de voir ce que je vois. Les endroits pour loger les personnes, mais à perte de vue. Et maintenant, on nous a fait rentrer dans une salle, elle est presque vide, c'est-à-dire presque vide, et il y a juste 3 ou 4 tables qui sont parallèles à un mur. Derrière cette table, il y a 2 personnes, et maintenant je suis devant, on est tous devant ces tables. Il faut qu'on soit en rang. Maintenant, le rang a été bien maintenu. Un rang, c'est un rang. Avec ces messieurs les nazis, eh bien, on est rangé comme ils veulent, et les ordres arrivent. Déshabillez-vous. Alors, on a des manteaux, on a des vestes, on les enlève. Eh bien, ça suffit pas. Il faut encore enlever après. Et puis, ça suffit toujours pas. Alors, on enlève. Et puis, à un moment donné, on est en culotte et soutien-gorge. Eh bien, culotte, soutien-gorge, il faut les enlever.
je n'ose regarder personne. J'ai 2 mains, je me cache les seins, je me cache le sexe, j'ai les yeux fixés sur mes doigts de pied. Mais par moments, j'ouvre quand même les paupières. On va nous habiller, alors je pense qu'on va nous habiller correctement. Donc, on nous a déshabillés, on est nus et on attend. Et puis, on attend et ça y est, maintenant, on va commencer à distribuer les vêtements. Mais jusque-là, on n'a pas encore été aux toilettes. Donc, avant d'aller dans les baraques, on va aller aux toilettes. Alors, comment qu'on voit des toilettes? Un endroit isolé où chacun fait ce qu'il a besoin de faire. Donc, on est dans une baraque, on est à la porte de la baraque. Il y a encore des personnes qui n'ont pas terminé ce qu'elles étaient entrées pour y faire. Et je découvre, dans mon point de mire, deux dames. Il y en a une, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en train de se laver les fesses avec ses urines. Ah, quelle horreur! Moi, j'ai la chance, en novembre 1944, de ne pas avoir été travailler. Pourquoi? Parce que on m'avait changé de baraque et on m'avait mis dans une baraque où personne ne parlait français. C'était un petit commodo, il n'y avait pas besoin de beaucoup de travailleurs. Le dernier rang, on fait demi-tour. Et quand on ne travaille pas, il ne faut pas croire qu'on va rester couché. Non, pas du tout. Tu ne travailles pas, tu vas rester debout devant ta baraque jusqu'au retour des travailleurs. Donc, on s'apprête à rester debout toute la journée. Et en fin de matinée, par haut-parleur, toutes les personnes qui ne sont pas au travail doivent se retrouver à l'endroit où les trains arrivaient. On est tous là, on a peur, c'est pas le genre, c'est pas à ce temps-là que ça se passe normalement, il y a quelque chose qui va arriver, tout le monde a peur. Qu'est-ce qu'on a peur? On a peur de la chambre à gaz, on a peur de la mort. Eh bien, pas du tout. On est rassemblés et devant nous, il y a un train avec des wagons ouverts, vides. Ce train, dans la nuit, avait emmené les Hongroises. Eh bien, on va prendre ce train, on va voyager pendant 2-3 jours et on va se retrouver dans un nouveau camp. Et là, c'est plus un camp d'extermination. C'est un camp un camp où, normalement, on aurait dû travailler. Eh bien, il n'y avait pas de travail. Donc, je suis restée dans ce camp. Je suis arrivée en novembre 1944. J'y suis restée jusqu'en février 1945. On ne travaillait pas. Je ne suis Bergen-Belsen. Je me rappelle absolument pas ce que l'on faisait toute la journée. Ce que je sais, c'est que, alors qu'à Birkenau, je me suis fait aucune amie, aucune relation, eh bien, à Bergen-Belsen, ça n'a pas été le cas. On ne travaillait pas, on se retrouvait, qu'est-ce qu'on faisait toute la journée à papoter? Je ne me rappelle plus. Ce que je me rappelle, on est maintenant en février 1945, des dirigeants d'usine sont là, ils ont besoin de personnel. Les Allemands qui perdaient la guerre doivent partir au front. Tous ceux qui sont capables de tenir un fusil vont aller sur le front, mais il faut des personnes pour faire tourner les usines. Les usines fabriquent des pièces détachées, les usines fabriquent des armes. Il y a besoin de tout ça. Eh bien, pour faire tourner les usines, ils vont embaucher les déportés et les prisonniers de guerre. Donc, on est en novembre 1945 et on va partir pour Bergen-Belsen. Non, pour l'usine, je suis désolée. Le patron qui nous reçoit, c'est plus... On fait toujours partie des Juifs qui ont été déportés, mais on a un titre en plus maintenant, puisque on va être employé de ce monsieur. Et ce monsieur nous prévient, vous êtes juif, donc vous n'aurez pas tout à fait le même régime que les ouvriers de l'usine. À l'heure du repas, vous n'aurez pas le droit de rentrer dans la salle
parce que vous êtes juive, vous mangerez le soir dans vos baraques. Bon, on connaît tout ça, on connaît toutes ces différences, on est obligé d'accepter. Et puis on se met au travail. À l'heure du repas, il est 12h, les ouvriers qui ont amené leurs gamelles vont prendre le temps d'aller dans la salle qu'il aurait allouée et ils vont casser la croûte. Tous les matins, ils n'avaient pas le droit, hein, mais tous les matins, en cachette, ils nous mettaient quelque chose dans les machines avec qui on travaillait. On ne travaillait pas avec les machines, on travaillait avec les gens qui travaillaient sur ces machines. Et je remercie ce vieux allemand. J'étais avec une Hongroise. On badigeonnait des plaques circulaires qui étaient là. On devait prendre la plaque et la mettre sur sa machine. Et lui, avec un levier, il abaissait le levier et la machine, la plaque qui était toute droite, d'un seul coup, elle devenait comme un pare-choc. Mais un pare-choc où il n'y aurait pas de trou au milieu. Je ne sais pas trop à quoi ça servait. En attendant, on a fait ça. Et tous les matins, ce brave vieil Allemand nous glissait en douce un petit morceau de pain. Quelquefois, c'était du pain sec. Quelquefois, il y avait quelque chose dessus. Je crois que si je suis là maintenant, c'est grâce à ce monsieur. On va travailler comme ça jusqu'au mois d'avril 45. En avril 45, on veut aller à l'usine, comme d'habitude, et bien terminé. Il n'y a plus d'usine. Les Alliés n'étaient pas loin de l'endroit, de l'usine où nous étions. Les nazis nous embarquent en train. On a toujours voyagé en train. Ils vont nous embarquer en train pour arrêter. Alors, dans le train, ce train, ça a été le train de la mort. Il ne s'arrêtait sans arrêt, il s'arrêtait. C'était pour laisser la place aux trains prioritaires, les armes, les soldats. Il s'arrêtait quand il y avait des alertes, et il y en avait beaucoup pour que les soldats se mettent à l'abri. Le voyage aurait peut-être dû durer 2 jours, il a duré, je ne sais pas moi, 4 jours, 5 jours, sans nourriture du tout. Il n'y avait absolument rien dans le wagon, ni boisson, ni nourriture. La paille, habituellement, quand on voyageait comme ça, il y avait un peu de paille par terre. Là, même pas un seau pour faire ses besoins. On voyage comme ça, petit à petit, tous les jours, il y avait 1 ou 2 mortes. Quand des déportés qui étaient dans ce wagon avaient une morte à côté d'elle, eh bien, il y en a qui n'appréciaient pas du tout. Donc, malgré leur faiblesse, malgré leur fatigue, elles les traînaient jusque dans un coin du wagon où les corps s'entassaient. Moi, je suis à côté d'une dame. Je ne sais même pas si elle est française ou pas française. Je n'ai même pas la force de lui parler. Elle me tombe dessus. Je la redresse 1 fois, 2 fois. Ah non, 3 fois, c'est trop. Je commence à la secouer. Réveille-toi. Elle ne pouvait pas se réveiller. Elle était morte. Elle m'était tombée complètement dessus. Eh bien, personne dans le wagon n'a su que la dame qui était à côté de Ginette était morte. Le train, maintenant, est arrivé. On est arrivé dans un endroit qui s'appelait Theresienstadt. Les camps ont été libérés au mois de mai. Moi, j'ai été rapatriée au mois de juin, c'est-à-dire 1 mois après. Qu'est-ce qu'on a fait? Theresienstadt, je me rappelle de l'accueil. Il est tellement agréable, très gentil. Les gens ne nous injurient pas, les gens ne nous frappent pas. Il y a 2 personnes qui me prennent gentiment par le bras, qui mènent à marcher parce que je suis très faible. On est dans un bâtiment, on me fait monter 1 étage, 2 étages, on ouvre une porte, il y a des lits. Vous vous rendez compte des lits, il y a tellement longtemps qu'on n'a pas dormi dans un lit. Ici, on a lu, quand on était en usine, on a eu des lits, mais il n'y avait pas de draps. Alors que là, il y a des draps dans les lits. J'apprends que c'était parce qu'on est à l'hôpital. Et en effet, on était arrivé à Theresienstadt. Theresienstadt,
Kronstadt venait d'être libéré par les Russes, et là, on était à l'hôpital. Je suis avec une autre Française. On apprend un après-midi qu'il y a un camion qui va rapatrier les Françaises. On est dans ce camion, il s'arrête en route dans un château. Dans ce château, on va nous donner un morceau de drap parce que comme on était pleine de poux, on nous avait rasés. Donc pour cacher nos crânes rasés, on a un bout de tige de drap. Et on va arriver dans un aéroport, c'est Tilsen ou Pilsen, je ne me rappelle pas, à côté de Prague. Si je fais le baptême de l'air sans m'en rendre compte que c'était la première fois que je prenais l'avion, on va atterrir à Lyon. À Lyon, on est dans un centre d'accueil. Il faut répondre aux questions. On était très, très, très faibles, très fatigués. Et ceux qui nous interrogeaient ne se rendaient pas compte de notre état et répétaient. Et il fallait, dans chaque bureau, répondre aux mêmes questions. Naturellement, après, on a compris, c'est qu'ils comparaient les réponses. Si tu dis une fois une chose et puis une autre fois pas tout à fait la même chose, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est louche. Alors, on va insister sur l'interrogatoire. Si par contre, c'est le contraire, ce que tu dis une fois tu répètes la même chose, ça veut dire que tu es bien déporté. Alors, quand tu vois qu'on est très clair, bien déporté, alors, selon ce que tu veux, où tu vas partir, où tu vas interroger trouver ta famille et puis aller les rejoindre, ou tu vas aller à l'hôpital. Alors moi, on me dit, prévenez vos familles, mais moi j'ai pas de famille. Ils ont tous été déportés puisqu'on a été dénoncés. Moi je pense que tout le monde a été arrêté. Je ne pouvais pas les voir toujours à Birkenau parce que Birkenau est très 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 étendu. Vous pouviez avoir votre mère dans un coin, votre sœur dans un autre, et vous ailleurs, sans vous rencontrer. Donc, on peut pas... Mais pour moi, tout le monde a été déporté. Donc, moi, je suis maintenant en France. Où voulez-vous que j'aille? Je vais aller à Avignon, je vais aller à Paris. Et alors, qu'est-ce que je ferai à Avignon? Qu'est-ce que je ferai à Paris? Alors, on me propose d'aller à l'hôpital à Lyon. Je suis d'accord. Donc, je suis dans ce centre d'accueil à attendre qu'on vienne me chercher. Les gens venaient nous voir avec des photos, avec des gourmandises, avec de l'argent. Ceux qui n'étaient pas malades, on leur donnait de l'argent. Ils allaient en ville, s'acheter ce qu'ils voulaient. Mais moi, je suis trop malade. Je ne peux pas bouger. Moi, j'attends d'aller à l'hôpital. Mais les gens venaient nous voir. Il y en a qui avaient des photos avec eux. Est-ce que par hasard vous l'avez rencontré? Est-ce que par hasard vous pourriez dire si on a une chance de les revoir? Dame est là devant moi maintenant, elle vient de s'arrêter, elle me regarde et elle me reconnaît comme étant de la famille Cherkassky. Cherkassky, c'est mon nom de famille. Oui, je suis de la famille Cherkassky. Et cette dame me prévient que ma mère, mes sœurs n'ont pas été arrêtées et même elles ont retrouvé l'appartement que nous avions à Paris. Quand on avait été pendant la guerre, pendant l'occupation, la plupart des Juifs avaient quitté leur appartement pour aller en zone libre où là les Juifs étaient un peu plus libres qu'en zone occupée. Mais quand on quittait l'appartement, eh bien, les meubles, tout ce qui était dedans avait disparu et le propriétaire qui a un appartement qui est vide, eh bien, le loue à qui le veut. Et nous, notre chance, c'est que notre appartement a plu à des collaborateurs. Notre appartement a été occupé par des personnes qu'on appelle les STO, travailleurs obligatoires. Quand mes sœurs, Paris est libéré, mes sœurs sont en zone libre, elles vont venir sur Paris pour voir ce qui se passe. Et la concierge de l'immeuble où nous habitions les prévient, vous ne pouvez pas aller chez vous,
votre appartement est occupé, seulement il est occupé par des collaborateurs. C'est peut-être pas très bien que mes sœurs ont fait, mais ces collaborateurs, elles ont été voir les FFI qui étaient là sur la place de la République, puisque j'habite à côté. Elles ont prévenu, notre appartement est occupé par des collaborateurs. Ces collaborateurs ont fait de la prison très peu, il paraît, hein. Et nous, mes parents, ma famille a pris la place. Donc moi, quand je suis arrivée, cette dame m'apprend que ma famille n'a pas été déportée et a récupéré. Alors, vous pensez bien que j'ai pas du tout envie d'aller à l'hôpital. Je suis à Lyon. Il faut toute une nuit pour aller de Lyon à Paris. Je débarque à Paris, gare de Lyon. Moi, je vais aller chez moi. Je me rappelle où c'est. Eh ben non. Je n'ai pas le droit d'aller chez moi directement. Je dois aller déposer mon identité, mes souvenirs, dans un grand centre d'accueil qui se trouve dans un grand hôtel de luxe qui s'appelle l'hôtel Lutetia. Je suis à l'hôtel Lutetia et c'est de nouveau les déclarations, les bureaux, les mêmes choses. Ça y est, maintenant, je peux rentrer. Comme j'avais prévenu ma famille qu'elles viennent me chercher à l'hôtel Lutetia, elles sont pas là. Je n'ai pas la force, j'ai pas la patience d'attendre. Il y a des autobus qui nous amenaient dans les quartiers où on voulait aller. Je prends celui qui m'amène dans mon quartier. Et je reconnais la rue. Ah tiens, elle a changé de nom. Avant, c'était la rue d'Angoulême. C'est devenu la rue Jean-Pierre Timbaud. Je descends jusqu'à mon immeuble. Maintenant, je pourrais plus faire ça. Parce que toutes les portes cochères sont fermées et avec des codes. T'as pas de code, tu rentres pas. Et donc, à notre époque, c'était pas du tout comme ça. Les portes cochères étaient grandes ouvertes, elles fermaient que dans la nuit. Et ça. Moi, je rentre, il y a la concierge qui est dans la cour. La concierge, c'est la même qui était là il y a 3 ans. Elle croit me reconnaître. Ah, Gilbert. Ben non, Gilbert, c'est pas Gilbert. Mon pauvre petit Gilbert aurait eu 13 ans et demi. Moi, j'en avais quand même 20 passés. Donc, elle croit me reconnaître pour mon frère. Non, je suis pas Gilbert, je suis Ginette. Alors, elle me dit, ta mère t'attend. Vous vous rappelez que j'avais prévenu ma famille que j'étais. Alors, je suis à l'étage, je sonne à la porte, c'est ma mère qui ouvre. Je ne pourrais pas vous dire si ma mère a pleuré. Moi, non. Moi, je ne sais plus ce que c'est que pleurer. Alors, ça, c'est sûr, moi, je n'ai pas pleuré. Mais maman, il n'y avait pas la télévision à l'époque, donc elle ne savait pas comment rentrer, dans quel état étaient les déportés quand ils rentraient. Elle aurait pu aller au cinéma. Au cinéma, c'était aux actualités qu'on les voyait. Et ma mère n'allait pas au cinéma. Donc, elle ne sait pas ce que c'est qu'être un déporté quand il rentre. Je suppose la surprise de se sentir dans les bras quelqu'un qui est très, très, très maigre. Alors, c'est peut-être l'étonnement. En tout cas, je ne sais pas si elle pleure ou si elle n'a pas pleuré ou si elle pleura. Elle m'aide à rentrer dans l'appartement. Il y a un canapé qui est là, je m'écroule sur le canapé. Entre-temps, on a bavardé, est-ce qu'on a parlé, j'en sais rien, mais elle est en train de me dire, demain matin, des gens m'ont téléphoné pour me prévenir, on va me donner des nouvelles de papa et Gilbert. Vous vous rappelez, papa, Gilbert sont arrivés, je suis arrivée avec eux, ils sont partis directement dans la chambre à gaz, on les a tués. Donc, si les personnes qui vont donner des nouvelles de papa et de Gilbert à ma mère, eh ben, les seules nouvelles qu'on peut donner, c'est avant, ou à Drancy, ou en prison à Avignon. Le restant, ça sera faux, puisque dès qu'ils sont arrivés à Birkenau, on les a assassinés. Donc, à ma mère, méchamment, brutalement, excédée parce qu'elle va croire quelque chose qui est faux. Non, maman, tu n'auras pas de nouvelles de papa et Gilbert. On les a assassinés, on les a gazés,
on a brûlé leur corps. Qu'est-ce que maman a compris là-dedans? Assassiner, gazer, et brûler leur corps. Je vois l'image que ma mère a eue dans la tête, brûler leur corps. Maintenant, ça se fait. Maintenant, il y a des personnes qui choisissent ce genre de fin de vie, mais pas à mon époque. Donc ça a dû être terrible pour ma mère. Jamais, jamais, je n'ai eu de remords. Les remords sont venus beaucoup plus tard. Je vis avec ma mère pendant 8 ans, on fait bon ménage, la déportation, on n'en parle pas, et au bout de 8 ans, ma mère décède. Je vais rester un petit moment seule, et j'ai l'occasion de rencontrer un jeune homme, on se plaît, on se marie, et on a presque tout de suite un enfant. Et quand j'ai eu mon fils dans les bras, c'est là que le remords de ce que j'avais fait à ma mère m'est tombé dessus. J'ai prévenir une mère, une épouse, aussi froidement, aussi brutalement, qu'elle ne reverra plus ni son mari, ni son fils. Mais ça, je l'ai réalisé, je vous dis, qu'après. Mais jamais, jamais j'ai eu des remords, et ma mère ne m'a jamais dit, tu sais, comment tu m'as annoncé la mort de ton père et de ton frère, mais j'ai plus vécu après, j'étais toujours en pensée avec eux. Non, tout ça, je ne l'ai pas eu, je n'ai eu aucun remords que quand moi je me suis mariée et quand j'ai eu mon fils.